Deux mots de la fin rapides. Alors, j'inviterai Mme Louise Millette maintenant, qui est directrice du département de génie civil, géologique et des mines et responsable du bureau de développement durable de Polytechnique Montréal, à venir nous adresser quelques mots. Louise Millette. Non. Alors, vous vous rendez compte de la job que j'ai, là, hein? Non seulement il est tard, je suis entre moi puis votre lit, là, c'est moi, là. Puis en plus, ils ont tout dit. Mais je vais quand même me farcir une conclusion parce que je ne peux pas résister à parler de tout ça, que ça me passionne aussi. Alors, qu'est-ce qui est clair? C'est que la mobilité durable, on l'a assez attendu, c'est compliqué, mais ça soulève les foules. Ça, on ne peut pas discuter de ça. Bien, c'est normal parce que ça touche tout le monde. Parce qu'on est tous quelque part en demande de mobilité. En fait, se déplacer maintenant, on dirait que c'est encore plus important qu'avant. Pourquoi? Bon, bien sûr, le monde est rendu plus petit. On a l'impression que tout est à notre portée, mais la réalité, c'est que depuis 75 ans, bien sonnés, on a construit toutes nos villes pour que les autos soient contentes. Ce sont elles qui ont les plus belles places de stationnement, qui sont à proximité des lieux. On a des voies réservées, des bretelles qu'on ne peut pas traverser, puis tout ça pour que les autos soient contentes. Vous voyez ce que je veux dire, là, on en a assez parlé. En fait, c'est devenu presque impossible d'avoir accès à un paquet de services si on n'a pas accès à une automobile. Ceux qui ne conduisent pas, ou qui conduisent plus, ou qui n'ont pas les moyens de se payer une automobile le savent. Avez-vous déjà essayé de rapporter un ordinateur par autobus dans un écocentre? C'est impossible, à moins d'être Goliath, puis de pouvoir marcher longtemps avec un ordinateur à bout de bras. En fait, l'adoption massive de l'automobile a changé nos villes, a changé la structure même des endroits où on vit. À l'origine, je vous rappelle, on s'est regroupés dans des villes pour se défendre contre les agresseurs dans la nature, soit qu'ils aient 2 pattes ou 4 pattes. En plus, on s'est aperçu qu'en étant dans des villes ensemble, on pouvait partager des services. Un seul boucher, un seul cuisinier, un seul boulanger, un seul cordonnier. Maintenant, je ne sais pas, les villes ont évolué avec l'automobile, puis tout est loin. Tout paraît devoir prendre une auto. On l'a vu, même les enfants qui pourraient marcher jusqu'à l'école ne marchent pas. Puis il y en a beaucoup qui sont tellement loin de leur école parce qu'on choisit des écoles à l'autre bout que c'est impossible. Tout est plus gros aussi dans les villes. Tout est rendu gigantesque. On a des méga magasins d'entrepôts de tout, dans des centres d'achat immenses qui ont des cinémas, des restaurants, puis des gros stationnements. Bien, c'est parfait parce qu'il n'y a pas de moyen de se rendre là sans prendre l'automobile. C'est aussi bien qu'il y ait des stationnements. Par contre, une des choses qui a été évoquée par le panel 2, c'est que on ne parle pas beaucoup d'un autre problème de l'automobile. On parle des gaz à effet de serre, de la pollution, mais l'automobile a beaucoup augmenté l'isolement de ceux qui sont les moins nantis de la société. Parce que sans automobile, on ne peut pas avoir accès aux services. Déjà qu'on a de la misère à se payer des services, on a de la misère à se rendre pour avoir les services. En plus, si on superpose les cartes d'accidents de la Ville de Montréal, des accidents avec piétons, on regarde les cartes d'accidents puis les cartes de défavorisation, on s'aperçoit que les quartiers les plus pauvres, c'est là qu'il y a le plus d'accidents avec les piétons. Ces enfants-là, parce que c'est beaucoup des enfants, c'est parce qu'ils jouent dans la rue, parce qu'ils sont dans des milieux défavorisés, donc ils n'ont pas une cour en arrière. Donc, on a augmenté, on a une espèce de division de ceux qui ont la mobilité, puis dans ce cas-là, c'est l'auto-solo, puis ceux qui ne l'ont pas. Donc, quand on fait les investissements massifs qui sont désirés par les Québécois dans le transport en commun, on travaille aussi pour le bien social. En fait, un des gros problèmes, c'est que l'automobile, c'est tout sauf un moyen de transport. Jérôme l'a bien dit, c'est une histoire d'amour. C'est mon automobile, regarde, elle est plus grosse, elle est plus puissante, elle est plus chère que la tienne. Puis maintenant, bien, elle est plus électrique, elle est plus branchable, puis elle est plus à l'hydrogène que la tienne. Donc, c'est tout sauf un moyen de mobilité. C'est vraiment quelque chose qui vient chercher notre amour personnel. Pourtant, l'automobile, ça avait tellement l'air d'une bonne idée. C'était la liberté et la propreté. Oh oui, la propreté. Parlez-en aux milliers de tonnes de fumier que quelqu'un avait à sortir des grandes villes.
Quand ils ont vu arriver les automobiles avec le petit nuage en arrière, ils ont dit « Wow! Ça va tellement augmenter la propreté puis le parfum dans les villes. » On n'avait juste pas mesuré l'ampleur des problèmes. C'était une super invention, sauf comme d'habitude, on avait pris les bénéfices immédiats, puis on n'avait pas tout à fait regardé les grandes conséquences. Bon, quand on commence à parler des conséquences, mes étudiants finissent par avoir les yeux vitreux, là, puis ils me disent « OK, madame, on a compris, là, les gaz à effet de serre, la pollution, mais là, on fait quoi? Mais encore. » Bon, bien, on a entendu plein de bonnes nouvelles. Non seulement qu'il y a plein de monde qui travaille sur des solutions, mais ce qui est encore plus important, je pense, c'est que les ingénieurs d'aujourd'hui, oui, Michel, les ingénieurs civils avec l'anneau, là, on est beaucoup mieux outillés qu'on était pour mesurer les impacts complets de nos décisions, puis les impacts des solutions qu'on propose. Fait que non seulement on a des solutions technologiques, mais des gens comme la chaire, ils conçoivent des modèles qui leur permettent d'essayer de voir l'avenir. Donc, on a entendu parler de beaucoup de modélisation. Ça, c'est de se créer des logiciels où tu dis, si je mets 30 de plus de quelque chose, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, on fait rouler ça, puis on regarde. C'est comme une espèce de boule de cristal électronique. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Ça coûte bien moins cher que bâtir des villes pendant 75 ans puis être obligé de les démolir après, tu sais. Donc, ça, c'est vrai pour les ingénieurs qui travaillent dans les solutions vertes, mais tous les ingénieurs, peu importe leur domaine, commencent aussi à penser à ces aspects-là. Des ingénieurs qui construisent des bâtiments, puis on en a parlé. On a parlé de douches, de stationnement, puis d'espace pour les vélos. Mais là, vous allez me dire, « Oui, mais c'est des détails, ça. » Bien non, ce n'est pas des détails. En fait, ça fait toute la différence. La réalité, là, c'est qu'on a pris des milliers de mauvaises décisions, puis qu'il va falloir qu'on fasse des milliers de changements, puis qu'on prenne de milliers de bonnes décisions pour arriver à un meilleur état. Il n'y en aura pas de solution technologique qui va nous amener vers un nirvana de mobilité durable où on n'aura pas besoin de changer nos façons de faire. Ça va arriver. Il va falloir que tout le monde y mette du sien. Les ingénieurs peuvent accompagner les décisions. On ne peut pas changer pour les autres. Il y a des bonnes nouvelles aussi. Les conséquences de rien faire coûtent cher. Les gouvernements, les gens vont probablement agir parce que ça va coûter plus cher de rien faire que de faire. La santé, par exemple, c'est un énorme poste budgétaire. Si tout le monde prenait 15 minutes de plus pour aller travailler, bien, en transport durable, la santé de tout le monde serait améliorée, puis on verrait des économies du côté de la santé. Puis franchement, en fait, de qualité de vie, on verrait un plus aussi. Mais ça, il faut que ça se fasse. Mais dire aux gens, prenez donc les transports en commun, ça va être bon pour votre santé, ce n'est pas ça la solution. Il y a des infrastructures qui doivent être agréables, donc il faut qu'il y ait des bonnes décisions. On l'a vu, il y a des données probantes, puis les gens ne les mettent pas en œuvre. C'est une décision de société. Le politique va faire ce que les citoyens vont vouloir, puis j'ai trouvé, OK, vous n'êtes pas un groupe standard, mais les résultats aux questions étaient super intéressants. Tout le monde est pour les investissements. Maintenant, il s'agit de voter du bon bord. La bonne nouvelle, c'est aussi que la population, il y a d'autres facteurs qui vont nous aider. On a vu dans les réponses, dans le sondage de la boussole, que les personnes âgées sont moins inclines à adopter des nouvelles solutions. Mais le fait d'avoir plus de personnes âgées, là, ça va nous forcer à avoir des villes avec de la mobilité durable. Parce que comme on est équipé là, une personne âgée qui ne marche pas vite, elle ne peut même pas traverser la plupart des grands boulevards, elle n'a pas le temps. Fait qu'ils sont tellement nombreux que c'est peut-être pas eux autres qui vont le faire, mais toutes vous autres, les jeunes, vous allez être obligés de le faire parce que vous allez être obligés de s'occuper de leurs besoins, sinon ça va coûter très cher en accident. Bon, je vais revenir à la question de mes étudiants. Oui, mais madame, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, pour tous les ingénieurs, ils le savent, ils me connaissent, c'est ma marotte, je répète, avoir une vision large des problèmes et des solutions et consulter avec les gens qui sont affectés. Pour les gouvernements, on se rappelle que ce sont des problèmes complexes qui prennent des solutions complexes. C'est bien possible qu'il y ait des investissements qui aillent vers le ministère des Affaires municipales, mais que les bénéfices reviennent à la santé. Il faut être transversal puis se parler, puis c'est du long terme. C'est pas facile, mais la bonne nouvelle, c'est que le sondage de la boussole, pas de la boussole,
du Cyrano, nous dit, le baromètre, je suis dans mes instruments, nous disent que les gens sont intéressés puis trouvent ça important. Bon, bien, ils devraient voter du bon bord si on annonce ce genre de projet-là. Finalement, bien, pour toutes nous autres, c'est clair que ce n'est pas seulement à nous de faire les bons choix, mais c'est un peu aussi à nous autres. On ne va pas se priver complètement du confort de l'automobile contre vents et marées et tempêtes de neige, mais il y a des choix qu'on peut faire. Il faut faire des changements, puis ce n'est pas nécessaire de faire tous les changements la première semaine. Ce n'est pas des détails, il faut faire des petits changements, faire un peu plus de mobilité active, c'est aussi de la mobilité durable, c'est vraiment quelque chose de positif. Alors, c'était mes grandes... Mais il n'y a rien... Vous avez tous convergé vers une espèce de mouvement encourageant pour la mobilité durable. Fait que c'était une des conférences les plus de bonne humeur que j'ai eu l'occasion de conclure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Louise Millette. Et maintenant, le vrai mot de la fin, celui de François Bertrand. Comme tu disais, donc nous sommes arrivés à l'issue de notre rencontre. Je tiens à vous remercier très, très sincèrement au nom de Polytechnique Montréal pour votre participation et pour votre contribution à la qualité des échanges qu'on a eus ce soir. Je salue également donc l'auditoire qui nous a suivis avec attention sur les médias sociaux. On a eu des questions, donc merci beaucoup de vous être joints à nous pendant cette soirée. Je souhaite remercier aussi l'équipe de la Grande Bibliothèque pour cette première et très belle collaboration avec nous. Et bien sûr, nos partenaires organisateurs du Repair Café, le Comité des bénévoles bicyclos et l'organisme Vélo Québec. Je remercie également Mathieu Dugal pour le brio avec lequel il a animé notre conférence. Catherine Morancy et ses étudiants, ainsi que tous nos conférenciers qui ont partagé leur savoir et leur vision sur la mobilité durable. Sans oublier, ils sont un peu partout dans la salle, le comité organisateur de la conférence et toutes les équipes qui ont prêté main forte pour assurer son succès. En particulier, un grand merci à Florence Canvic. Est-ce que Florence, tu pourrais... Et Annie Touchette, Annie Touchette, du service des communications et des relations publiques de Polytechnique. Pour Polytechnique, ce rendez-vous était important et nous souhaitons intensifier notre dialogue avec le public afin de mieux vous faire connaître ce que nous faisons en recherche, bien sûr, et en formation, il ne faut pas l'oublier. Vous avez entendu parler, nos étudiants, ce soir, mais aussi afin de mieux comprendre vos préoccupations. Alors, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'an prochain. Vous pouvez nous faire part dès demain de vos suggestions, de sujets qui vous intéresseraient, et en vous rendant sur la page rdv.polymtl.ca. Mesdames, Messieurs, merci et au prochain rendez-vous de Polytechnique Montréal.